En dépit évidemment des grèves, des embouteillages, je vois que vous êtes nombreux et je vous en remercie. Et c'est un jeudi exceptionnel puisque il s'inscrit dans cette séquence qui est devenue vraiment un rendez-vous important aussi, à savoir l'invité ou la grande figure, l'invité du trimestre ou la grande figure. Donc, évidemment, on a reçu dans ce cadre-là de nombreuses personnalités, des penseurs, des hommes politiques. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir un grand philosophe qui ne fait pas beaucoup parler de lui, mais il y a évidemment pardon, son œuvre qui a une force, qui a une portée assez forte dans le champ de la réflexion et aussi multiculturel, je dirais, que ce soit dans le domaine de la philosophie et aussi dans le domaine de la politique. Yves Michaud, auteur de nombreux travaux, je renvoie à quelques livres qui sont disponibles à l'entrée, que vous pouvez acheter, et il les dédicacera avec plaisir. Il va aujourd'hui nous parler d'un thème, je dirais brûlant, d'actualité, mais en même temps avec beaucoup de distance, avec regard distancié par rapport à cette réflexion sur la question de la liberté. Et aussi, c'est un penseur de la violence. Vous savez qu'aujourd'hui, la violence, elle fait partie de notre quotidien, que ce soit une violence symbolique, une violence matérielle, et on en a vécu récemment les impacts et aussi les retombées de cette violence. Et c'est en philosophe que Yves Michaud pense et réfléchit à ces problématiques. Et on a aussi invité pour, je dirais entre guillemets, le cuisiner, lui poser des questions, l'interroger, un écrivain, François Azouvi, écrivain, journaliste, qui était journaliste au Monde, et puis aujourd'hui il s'occupe de la collection essai chez Stock. Et je l'en remercie pour sa disponibilité. Donc, avant de lui passer le micro, je voudrais juste vous rappeler que dimanche, on a pour clôturer la manifestation des Printemps des Poètes, qui sont nos partenaires, nous allons rendre hommage à la grande poétesse romancière André Chédid, en présence de son petit-fils, ses deux petits-fils, Joseph et Anne, qui seront là donc pour animer un après-midi poétique en souvenir de son œuvre, de son travail, et en souvenir de cette personne qui a marqué évidemment la poésie moderne. Et le 31, on a donc ce documentaire magnifique que je vous conseille de venir voir, Nos mères, nos daronnes, réalisé par une jeune réalisatrice marocaine et qui parle justement de ces mères dans les banlieues. C'est un film magnifique. Alors pour le programme avril-juin, c'est en cours de mise en ligne. Vous allez pouvoir donc le consulter incessamment sous peu sur le site de l'IMA, et aussi on attend l'info mag qui est un peu disons le guide culturel de l'Institut du monde arabe, qui est en confection et il sera disponible bientôt. Voilà, alors il y a quelques dates phares très importantes. Je ne vais pas les détailler toutes, juste la première, celle du 7 avril, qui sera consacrée au 40e anniversaire de la revue Hérodote, avec la participation de nombreuses personnalités et des chercheurs aussi, y compris
le ministre de la Défense qui va venir donc parler aussi, puisque Hérodote, elle s'occupe de la géostratégie et ce sera l'opportunité aussi de l'écouter parler justement de ce thème. Voilà, merci encore une fois, merci à Yves qui vient pour la première fois à l'Institut du monde arabe, et évidemment je vous renvoie à son œuvre philosophique qui aujourd'hui interroge notre quotidien et interroge notre modernité, postmodernité. Voilà, et merci à vous. J'aurais en vérité très peu de choses à ajouter à ce qui vient d'être dit pour présenter mon ami Yves Michaud, qui est en effet philosophe, avec deux principaux centres d'intérêt et de compétences, à la fois une réflexion sur l'esthétique. Vous savez qu'il a été pendant plusieurs années directeur des Beaux-Arts à Paris, et il a écrit un certain nombre de livres sur l'art contemporain, dont il est un très bon spécialiste, et l'un de ceux qui, je dirais, diagnostiquent très finement la façon dont les arts contemporains se présentent et se transforment. Et puis l'autre grand domaine de compétences, c'est en effet la réflexion sur la violence, à partir d'abord de travaux d'histoire de la philosophie et puis aussi de philosophie pure, plus récemment. Cette thématique de la violence, dont malheureusement nous entendons parler tous les jours et qui inspire très directement, je pense du moins, la conférence qu'il nous propose aujourd'hui avec ce titre très alléchant, « La peur de la liberté ». On peut croire en effet naïvement, spontanément, que tout le monde désire la liberté, que la liberté est au fond un bien immédiatement désirable, mais la réalité est tout autre. La liberté fait peur. Et l'une des dimensions des problèmes que nous connaissons aujourd'hui, à l'évidence, c'est cette peur de la liberté. Je suis très impatient de l'écouter sur ce thème et je lui passe la parole. Voilà, merci François, merci de cette introduction et merci à vous tous d'être venus. Je commencerai d'abord par d'autres remerciements, puisque la première occasion où j'ai abordé ce thème, c'était en juillet dernier à Bizerte, à l'invitation de Kaltoum Saafi et de Zinamda, qui ont organisé l'université ouverte de Tunisie, et qui m'avaient demandé justement de venir intervenir dans le cadre d'une série de conférences qu'ils organisaient à Bizerte et à Menzel Bourguiba. Et c'est là que j'ai commencé l'élaboration de ce que je vais vous dire ce soir, puisque à la suite de cette première conférence, j'ai profondément revu mon intervention. Donc je les remercie de tout cœur et je les remercie d'autant plus que ce sont des gens qui travaillent avec beaucoup de courage et dans des circonstances qui ne sont pas toujours favorables, mais qui promeuvent avec beaucoup de lucidité les valeurs démocratiques. La seconde chose, je commencerai tout de suite par une anecdote qui remonte à fort longtemps, 35 ans, oui c'est ça, 35 ans, 36 ans. Il se trouve qu'en 1980, j'ai été un des seuls, probablement un des rares intellectuels européens à faire un séjour assez long en Albanie. Ce n'était pas du tout par conviction politique, j'ai jamais été ni maoïste, ni léniniste, ni albanophile, soviéto-albanophile, mais il se trouvait que depuis des années j'avais envie de rencontrer l'écrivain Ismaël Kadare et que, à force d'entêtement, j'avais décroché une mission en Albanie où j'ai passé 6 semaines au mois de novembre et début décembre 1980. 6 semaines, c'est long dans un pays qui est grand comme la région Rhône-Alpes et qui vivait véritablement sous une chape de marxisme-léninisme, qui d'ailleurs se voyait à l'époque comme le seul et le dernier marxisme-léninisme pur de l'univers. J'ai même eu la chance, quelques
quelques années à peine avant qu'il s'entretue, de dîner avec Enver Hoxha, que j'ai eu en face de moi, comme je vous ai en face de vous. Et il se trouve que j'ai rencontré beaucoup de gens. Je n'ai jamais rien écrit à l'issue de mon séjour en Albanie, tout simplement parce que je voulais pas mettre en danger la vie des personnes qui m'avaient servi de guide et qui étaient des Albanais tout à fait loyaux à leur pays et au régime. Mais j'ai eu beaucoup d'échanges. Et j'étais très étonné d'une chose, c'est que quand je demandais à quelqu'un, dans tous les domaines, quand je demandais à quelqu'un, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Les gens me regardaient comme s'ils ne comprenaient pas littéralement ma question. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils étaient tout à fait interloqués et on avait vraiment l'impression que c'était une question qui n'avait pas trop de sens. Et au bout d'un certain temps, ils finissaient par répondre, si je répétais ma question, le parti pense que. Le parti pense que. Et en même temps, j'étais très frappé par le fait que mes interlocuteurs, parmi les écrivains et les intellectuels, n'arrêtaient pas de me poser des questions sur l'existentialisme. Et pour moi, à l'époque, 1980, l'existentialisme, c'était plutôt des vieilles lunes. On était quand même encore dans l'époque structuraliste, anti-existentialiste, et je ne comprenais pas. Et en fait, ce qui les intéressait dans l'existentialisme, c'était le petit élément de liberté et de choix dans l'existence sur lesquels ils me demandaient des renseignements. Donc, je commence par cette anecdote parce qu'elle est, à mon avis, extrêmement parlante sur le rapport à la liberté, le désir qu'on peut en avoir, la peur qu'on peut en avoir. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, donner mon avis. Est-ce que j'ai le droit et est-ce que je peux donner mon avis ? Voilà, ça me servira d'exemple introductif, d'anecdote introductive, et maintenant je vais entrer dans le vif du sujet. Donc pour nous, je dis bien pour nous, parce qu'aujourd'hui nous sommes obligés tout le temps de parler par référence à notre contexte, pour nous, Européens, au moins depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, je dis bien seconde moitié du XVIIIe siècle, la liberté, même encadrée par la loi, est la valeur suprême. Alors, vous voyez, par exemple, la présence en tête de la liberté en tête de la devise de la République française et de la Révolution française. Au XIXe siècle, ce culte de la liberté s'est exacerbé, notamment avec les anarchistes. Je vous donne juste une citation du catéchisme révolutionnaire de Bakounine en 1865, une citation qui doit être étudiée, je dirais, avec attention. La liberté, c'est le droit absolu de tout homme ou femme majeur de ne point chercher d'autres sanctions à leurs actes que leur propre conscience et leur propre raison. De ne les déterminer que par leur volonté propre et de n'en être par conséquent responsables que vis-à-vis d'eux-mêmes d'abord, ensuite vis-à-vis de la société dont ils font partie, mais le proviso qui intervient ensuite est très important, mais en tant seulement qu'ils consentent librement à en faire partie. Donc on se déterminait par rapport à soi, ne se juger responsable que par rapport à soi et par rapport à la société, mais pour autant qu'on a décidé librement d'en faire partie. Le point culminant, à mon sens, de cette célébration de la liberté, ce sera avec l'existentialisme, avec l'existence qui précède l'essence et la liberté comme point de départ de tout. Mais je précise aussitôt que d'autres époques et d'autres cultures ont eu et ont encore, pour valeur supérieure, d'autres formes d'accomplissement qui ne sont pas forcément l'accomplissement de la liberté. On peut choisir la vie vertueuse et digne, comme c'était le cas par exemple dans la Grèce antique, la recherche du salut et la soumission à Dieu, comme ce fut le cas beaucoup au Moyen-Âge, l'accord avec le monde et avec la nature, dans le stoïcisme ou dans l'épicurisme, ou la transformation du monde, comme on le trouve dans la pensée socialiste et notamment la pensée de Marx. Donc, voilà sur notre goût et notre célébration de la liberté. Mais ces valorisations de la liberté qui demeurent aujourd'hui fortes voient quand même que se faire jour une certaine crainte et parfois même une phobie. J'en donne quelques manifestations. La plus visible, c'est le besoin répandu que nous avons de conformisme, de suivre la mode, de ne pas nous écarter de la mode, de ne pas trop nous singulariser, et qui se traduit notamment dans le domaine des idées par le respect de la correction morale et politique, et la méfiance de la critique,
je signalerai, avec une exception, puisqu'il y a une critique que nous acceptons non seulement bien, mais que nous recherchons, c'est la critique des comiques et des humoristes. Hein. Aujourd'hui, la critique politique et morale est faite par les comiques et les humoristes, mais en notant bien que, justement, quand la critique est faite par les humoristes, on l'a sortie d'une sorte de dénégation en disant, entre guillemets, c'est pour rire. Voilà l'aspect le plus visible. Aspect moins visible déjà de cette crainte de la liberté, eh bien la nostalgie de temps où régnait la tradition, les manières, des règles, des temps où chacun savait qui il était, quelle était sa place et ce qu'il devait faire. Et je parlerai là de cette crainte, je dirais plutôt comme une peur conservatrice. Une peur qui s'était d'ailleurs tout de suite exprimée au moment de la Révolution française et puis juste après elle, avec des penseurs comme Burke en Angleterre, mais en France et en Savoie par Demestre, à Lyon par Ballanche, par Chateaubriand, etc. Et puis enfin, troisième manifestation, cette fois-ci beaucoup plus nette de cette crainte de la liberté, eh bien des comportements qui remettent expressément en cause la liberté, la critique de la décadence morale contemporaine, avec le refus de la démocratie et le retour à la foi sous des formes strictes et ritualisées. Et cette fois-ci, je parlerai, disons, plutôt d'une peur religieuse et purificatrice de la liberté. Alors, comment aborder cette question-là ? Je dirais que je vais l'aborder à deux niveaux. Un niveau profond et métaphysique et un autre qui sera pratique, empirique et casuistique, vous verrez. Je commence par le niveau profond et métaphysique parce qu'on ne peut pas bien qu'il soit un peu technique et qu'en plus de toute manière il ne mène pas à grand chose, il est absolument indispensable d'en passer par là parce que, en principe, cette question métaphysique de la liberté commande normalement la possibilité même de poursuivre notre réflexion. Ce serait en effet assez cocasse de craindre une liberté qui n'existerait pas, ou bien au contraire de s'indigner d'une liberté qui serait un fait absolument indiscutable de la situation humaine. Donc on doit au moins considérer d'entrée de jeu la question métaphysique de la liberté. Et je dirais que heureusement pour nos préoccupations et pour notre souci actuel, heureusement pour la suite de cette conférence, eh bien la question métaphysique de la liberté est indécidable et ne peut mener à aucune solution tranchée. Même après les derniers développements de ce qu'on appelle les neurosciences, qui moi me semblent promises à devenir des sciences, mais sans en être réellement jusqu'ici, on ne peut pas aller plus loin, on a beau tourner les choses dans tous les sens, on ne peut guère aller plus loin que de la troisième antinomie de la dialectique de la raison pure dans la critique de la raison pure de Kant, où Kant reconnaît l'égale valeur de deux thèses. La première, la thèse, c'est la thèse disant que la causalité déterminée par les lois de la nature n'est pas la seule d'où puissent être dérivés pour les phénomènes du monde, d'où puissent être dérivés tous les phénomènes du monde. Il est nécessaire d'admettre aussi, pour les expliquer, une causalité libre, notamment pour expliquer les comportements moraux humains. Ça, c'est la thèse de l'antinomie. Et l'antithèse, c'est « il n'y a pas de liberté, mais tout dans le monde arrive selon des lois naturelles ». Et Kant nous montre qu'il est impossible de choisir de manière décisive entre la thèse et l'antithèse. C'est-à-dire que d'un côté, on pose une spontanéité absolue d'une action qui initierait une série d'actions ex nihilo, et de l'autre, un enchaînement à l'infini de causes qui expliquent même le hasard et la chance. Il suffit de donner des explications probabilistes. Alors bien sûr, et ça c'est quelque chose que connaissent tous les philosophes qui ont fait un peu suivi des études de philosophie, bien sûr, on trouvera toujours des gens pour nous donner des expériences d'actes libres. Mais on reconnaît aussitôt que ce sont en général soit des actes au motif extravagant, hein, par exemple l'acte gratuit ou un passage à l'acte, ou soit des actes qui sont explicables par la volonté même de manifester la liberté. C'est ce que disait David Hume, un peu avant Kant, mais Hume et Kant sont continuellement en dialogue. Hume disait, si je veux montrer ma liberté en levant le bras, eh bien je montre ma liberté. La cause du fait que j'ai levé le bras, c'est que je voulais montrer ma liberté. Donc c'est déterminé. Par ailleurs, si on réfléchit, je dirais, du point de vue des comportements étudiés, je dirais, du point de vue neurologique, il n'est pas absurde de voir les moments de délibération où on balance entre des actions
pour prendre apparemment une décision libre, il n'est pas absurde de les voir comme des montages neurologiques retardateurs qui permettent soit d'inhiber une action précipitée, soit de réunir plus d'informations, aussi bien externes sur le monde extérieur qu'internes sur l'état de la personne qui va agir. L'idée du moment de délibération comme mécanisme retardateur, donc, nous renvoie à ce moment-là à une chaîne causale. Pour ce qui est de ces déterminations causales, eh bien, je dirais, elles n'ont pas besoin d'être absolument contraignantes pour être déterminantes. C'est-à-dire qu'on peut très bien admettre des niveaux de détermination qui interagissent de manière compliquée au sein de mécanismes compliqués de détermination, mais qui ne sont pas inexplicables. On peut expliquer les comportements humains, par exemple, par la détermination par la situation géographique, c'est la théorie des climats du XVIIIe siècle, détermination économique, soit chez les économistes classiques, soit chez Marx, le patrimoine génétique, la construction du moi et la gestion des pulsions, ça c'est le point de vue psychanalytique, le corps social en nous, ça c'est le point de vue des sociologues, entre autres de Durkheim, les croyances religieuses ou les croyances d'autres natures. Tous ces mécanismes peuvent très bien être invoqués pour constituer un écheveau qui est relativement déterminant de nos conduites et de nos actions. Donc, en ce point du questionnement métaphysique, je dirais qu'on ne peut pas décider. Tout au plus peut-on, faute de réponse unique, je dirais identifier 3 positions qui nous mènent à des évaluations différentes des risques et des promesses de la liberté, sans que, encore une fois, on puisse trancher en faveur de l'une ou de l'autre de ces 3 positions. La première, disons que si jamais on retenait la thèse kantienne de la liberté, c'est-à-dire la thèse d'une spontanéité absolue de l'action, eh bien on pourrait se réjouir effectivement de cette liberté, ni Dieu ni maître, nous sommes nous-mêmes notre propre maître, mais aussi on peut très bien redouter cette liberté comme vertigineuse, c'est ce qu'on trouve dans le vertige existentialiste qui mène au sens nihiliste de l'absurde, ou à la paralysie de l'action, je veux dire, à force d'être libre, comme l'âne de Buridan, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Mais on pourrait surtout, comme Kant l'avait très bien vu, redouter que la possibilité d'un acte de radicale liberté soit aussi la possibilité d'un acte de radical, aussi bien la possibilité d'un acte bon que d'un acte mauvais. Kant nous dit dans La religion dans les limites de la raison, tout au début, un penchant au mal ne peut être attaché qu'à la faculté morale de l'arbitre. Et ça mène, cette liberté radicale mène chez Kant à la thèse très intéressante du mal radical, c'est-à-dire que si l'homme est absolument libre, il est absolument libre aussi bien pour le bien que pour le mal. Ça, c'est la première position. Disons, si on admet une liberté absolue, la possibilité absolue d'une liberté. Deuxième position, si on admet une version simple de l'antithèse kantienne, il n'y a que des déterminations causales, eh bien, on va évidemment regretter l'absence de liberté, mais on pourra se réjouir, parce que ce n'est pas rien, on pourra se réjouir de l'irresponsabilité et de la passivité qui est ainsi conférée à l'acteur humain, dont on ne peut même plus dire qu'il est un agent. Je crois que c'est Lamartine. Je lis actuellement beaucoup les récits de voyage en Orient des écrivains français, et j'ai vu que dans Lamartine, quand dans les années 1830, il a fait un long voyage en Orient, il souligne que les guerriers ottomans sont très courageux parce que, de toute manière, ils croient que c'est le destin qui décide de leur vie ou de leur mort. Et donc, ils s'engagent dans le combat, puisque de toute manière, c'est le destin qui tranchera, donc ils sont très courageux. Mais d'autres formes, je dirais, de cette acceptation de la détermination sont bien connues. Pour certains croyants, si un enfant naît anormal, c'est que Dieu l'a voulu et il faut accepter cet enfant inconditionnellement. D'où certaines oppositions religieuses à l'avortement. Et une autre illustration très courante aujourd'hui, ce serait celle des excuses ou explications qui sont invoquées pour excuser les actes criminels. J'étais ivre, j'étais sous l'emprise de drogue, ou bien je suis un psychopathe et telle est ma nature. Je n'y peux rien et je décline la responsabilité. Troisième évaluation possible, troisième position possible, mais encore une fois, sans qu'on puisse décider
de manière concluante entre les trois positions. Une troisième évaluation, ce serait celle que nous faisons en fait tous, plus ou moins explicitement, en supposant des enchaînements de conditions qui sont inégalement déterminantes, mais qui, prises ensemble, expliquent causalement les actions et les conduites. C'est-à-dire qu'un ensemble de déterminations sociologiques, économiques, religieuses, culturelles, familiales, psychologiques entrent à des degrés divers dans l'explication de l'action. C'est exemplairement ce qui se passe aujourd'hui quand on entreprend, par exemple, d'expliquer l'évocation de jeunes djihadistes en invoquant l'héritage colonial, la difficulté d'assimilation, l'absence d'autorité familiale, la ghettoisation, la désorientation, le désir de pureté de l'adolescence, la croyance religieuse, la recherche d'identité et pour finir la manipulation psychologique par des agents plus âgés. Sauf que, encore une fois, cette remarque qui est très importante à faire ici, c'est que l'idée d'un complexe de détermination peut être aussi bien utilisée pour invoquer la non-liberté et l'irresponsabilité, en disant, bon, au fond, finalement, c'est le déterminisme multiple et complexe qui a conduit à l'action. Ça peut aussi bien être utilisé pour invoquer la non-liberté et l'irresponsabilité que pour, je dirais, invoquer une liberté, entre guillemets, partielle, disons, qui consiste à se faufiler dans l'écheveau des déterminations. Cette première série de remarques, donc je dirais, à la fois elle est intéressante, mais elle nous laisse sur notre faim parce qu'on ne peut pas trancher. Encore une fois, on ne peut pas trancher, et on a beau retourner la question dans tous les sens, liberté comme commencement absolu ou détermination causale, totale ou relative, eh bien, je veux dire, il y a de bons arguments dans les deux sens. Je dirais, le plus loin qu'on puisse aller, ça serait effectivement du côté de ce sentiment pas clair et pas tellement justiciable, qu'on est déterminé jusqu'à un certain point, mais allez savoir jusqu'à quel point nous sommes déterminés. Je laisse donc maintenant de côté ce versant métaphysique pour aborder nos manières ordinaires de penser et de vivre la liberté. Parce que, je veux dire, c'est pas parce que j'ai dit qu'on ne peut pas décider, trancher la question de savoir si nous sommes libres ou si nous ne le sommes pas fondamentalement et métaphysiquement, que ça va nous empêcher de continuer à parler de liberté, de dénoncer dans certains cas les oppressions et la coercition qui nous sont faites, et à d'autres cas d'essayer de limiter certaines libertés pour des raisons X ou Y. Donc ce n'est pas parce qu'on ne peut pas trancher la question métaphysique qu'encore une fois nous allons nous priver d'utiliser ce concept pas très clair de liberté. Alors, avant d'entrer dans le détail des analyses casuistiques que je vais vous proposer, je voudrais introduire une distinction très clairvoyante d'un philosophe anglais d'origine d'Europe centrale, Isaiah Berlin, qui, dans un fameux article de 1958, a distingué deux concepts de la liberté. C'est intéressant de voir que c'était en 1958 que cet article fameux a été publié, à une date qui est très importante dans l'histoire européenne, c'est-à-dire en pleine guerre froide, 2 ans après l'insurrection antisoviétique en Hongrie. Et l'article de Isaiah Berlin est un article qui analyse deux concepts de la liberté indépendamment, comme je viens de vous le dire, indépendamment du choix métaphysique sur liberté fondamentale ou détermination fondamentale. Et Isaiah Berlin distinguait deux sens banals et courants du terme liberté. Un sens négatif. Le sens négatif, c'est dans quel domaine et dans quelle mesure une personne ou un groupe de personnes doit-elle être laissée faire ce qu'elle veut ou peut faire sans interférence d'autrui. Ça, c'est le sens négatif, c'est-à-dire dans quelle mesure peut-on laisser sans coercition quelqu'un ou un groupe de personnes agir. Ça, c'est le sens négatif de la liberté, c'est-à-dire la présence ou l'absence de coercition. Et puis un sens positif qui était quelle est la source de contrôle qui détermine quelqu'un à faire ou à être une chose plutôt qu'une autre. Là, c'est le sens positif, c'est le sens de la détermination. C'est plus le sens de la coercition, c'est le sens de la détermination de l'action. Donc, au sens négatif, la liberté, c'est une liberté sans interférence
de l'extérieur, sans interférence d'autrui ou sans interférence de l'extérieur, par exemple des phénomènes naturels. La liberté, c'est une absence d'interférence et de coercition. Au sens positif, c'est la capacité à faire. Au sens négatif, c'est le contraire de la coercition, donc au sens positif, c'est la détermination de soi. Mais justement, par quel soi? D'un côté, donc, la perspective négative de la détermination ou de la coercition, de l'empêchement, et puis de l'autre, celle des sources de la détermination personnelle. Comme je vous l'ai dit, et comme je le répète, dans cette sorte de raisonnement, on ne pose pas la question fondamentale ou dernière de la liberté, mais celle des usages que nous vivons comme liberté. Restriction à notre liberté ou détermination de notre liberté, avec l'idée que certaines zones de liberté doivent impérativement être préservées si nous voulons être fidèles à notre nature humaine, et deuxièmement, l'idée que certaines formes de détermination à l'action sont plus libres, je mettrai en parenthèse, point d'interrogation, plus vraies que d'autres. D'un côté, la liberté par rapport à des contraintes, de l'autre, la préférence pour certaines formes de détermination personnelle. Le sens, cette distinction, je la pose pour simplement, je dirais, en faire la condition sous laquelle les réflexions suivantes pourront être de nouveau examinées. Mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, à la lumière de cette distinction entre ces deux concepts de la liberté, ce que je veux maintenant aborder, c'est le détail empirique des domaines de la liberté. C'est-à-dire le détail des domaines d'exercice ou d'empêchement de la liberté. Quels sont les champs dans lesquels nous pouvons ou ne pouvons pas déployer notre liberté et qu'est-ce qui nous détermine à déployer cette liberté. Donc vous allez me pardonner dans le temps qui reste d'être terre à terre, mais d'abord je suis un philosophe empiriste et d'autre part je pense que c'est toujours dans le détail qu'on trouve les choses intéressantes et éventuellement quelquefois aussi le diable. Donc en espérant ne pas oublier, je vais parcourir un certain nombre de champs de l'action de la liberté pour voir quels sont les problèmes qui se posent et est-ce qu'on doit avoir peur ou non de la liberté selon ces champs. Je distinguerai, je considérerai plusieurs, d'abord comme domaine, la liberté du corps. Ensuite, j'examinerai la liberté du genre de vie. Ensuite, j'examinerai la liberté d'usage du corps. Ensuite, j'examinerai la liberté de croyance et de pensée. Et enfin, la liberté quant à la vie. Ce sera la 5e rubrique. Alors, liberté du corps, qu'est-ce que j'entends par là comme champ d'exercice de la liberté? J'entends au départ tout simplement la liberté de mouvement physique, la liberté de mouvoir ses membres, et dont le contraire est l'enchaînement, l'immobilisation, les menottes, les fers, le bâillonnement, etc. Et cette liberté du corps, elle s'étend plus largement au mouvement du corps en général, le droit de sortir, de bouger, de se promener, à quoi s'oppose par exemple le couvre-feu, les restrictions de circulation, les emprisonnements, et je dirais, au-delà encore, la liberté de déplacement géographique. Alors je dirais que si on considère ce champ-là, eh bien, je pense qu'on aura du mal à justifier une peur de la liberté, et je dirais bien au contraire. Aucun animal, et aucun jeune enfant non plus, aucun animal ne supporte d'être attaché, d'être immobilisé, et les restrictions qu'on apporte aux mouvements physiques, en tout cas, encore une fois, les mouvements physiques les plus simples, les plus élémentaires, les restrictions qu'on apporte à ces mouvements sont soit justifiées par la crainte de danger, lorsque par exemple on a peur qu'un enfant se fasse mal en bougeant trop, soit par la sanction, lorsqu'on emprisonne ou qu'on restreint les mouvements de quelqu'un, ou lorsqu'on muselle un chien ou qu'on le tient en laisse, par exemple, voilà des restrictions de mouvement. Au-delà de ces considérations de base très simples, je note que la liberté de déplacement, et ça c'est une constante de toute la littérature anthropologique, la liberté de déplacement est considérée comme un bonheur et dans certains cas comme un luxe, tourisme, voyage, vous voyez le goût pour le tourisme et les voyages, et même un droit, vous voyez la question des migrations, sous condition
de ne pas envahir, de ne pas causer de dégâts. Je n'insiste pas volontairement, je n'insiste pas sur les implications que les quelques réflexions très banales que je viens de vous faire ont, notamment, par exemple, pour la liberté de mouvement des femmes, interdiction de sortir, interdiction de conduire, obligation de porter des tenues restreignant les mouvements, par exemple, dans certaines activités sportives. Et à titre de contre-épreuve, j'insisterai non plus sur la privation de liberté, j'insisterai aussi, et je n'ai pas besoin de trop insister, sur l'importance de la privation de liberté de mouvement comme peine afflictive. Donc, première conclusion, si on considère ce champ-là, il est difficile de voir ce qu'il y aurait à redouter de cette liberté corporelle quand elle ne constitue pas un risque ou n'empiète pas sur la liberté d'autrui. Je crois qu'il faut revenir à des choses aussi simples, si vous voulez, pour dire peur de la liberté. Peur de la liberté, oui, d'accord, en général, oui, non. Voyons en détail comment, champ par champ, la question se pose. Maintenant, liberté des modes de vie. Deuxième champ. J'entends par là les modes de vie alimentaires, vestimentaires, ornementaux, les habitudes horaires, les modes d'habitation, les modes de divertissement, etc. Ici, le conflit possible va se situer entre les habitudes et les usages qui sont imposés par le ou les groupes d'appartenance et la liberté individuelle. Et je dirais, question qui se pose, de quoi peut-on avoir peur dans ces conditions? Que la liberté individuelle menace et ébranle la solidarité du groupe, par exemple. La réponse à apporter ne peut pas être catégorique, mais elle devra être, et c'est là où j'insiste sur le terme, de nouveau, casuistique, c'est-à-dire par l'examen au cas par cas des conséquences des comportements libres sur la vie et la solidarité du ou des groupes, et plus bêtement encore, du voisinage. J'insiste sur la casuistique, car on aura affaire, dans chaque cas, à des problèmes différents, requérant une attention différente. Posant le problème, par exemple, de la pratique du nudisme, si vous y allez par là, ou les excentricités, ou le tatouage, ou le régime végétarien, ou le port du voile, ou les horaires décalés. Bon, je n'ai d'abord pas ces cas, parce que chacun requiert chaque fois une analyse subtile, mais je conclus seulement que cette liberté des modes de vie n'a pas de raison d'être, par principe, redoutée, tant qu'elle n'empiète pas sur celle d'autrui et ne détruit pas la coopération ou ne la déstabilise pas. Bon, si vous voulez pratiquer le nudisme dans un milieu de nudistes, un camp de nudistes, écoutez, libre à vous de le faire, vous n'allez pas mettre en danger quoi que ce soit. En revanche, il se peut que si vous pratiquez le nudisme dans l'espace urbain, vous choquiez la pudeur des personnes, et à ce moment-là, on peut se demander jusqu'à quel point votre liberté est redoutable et jusqu'à quel point elle peut ou elle ne peut pas être réduite ou restreinte. Je souligne en revanche que la manière, ça j'insiste beaucoup, que la manie communautariste aujourd'hui d'étendre à l'extrême les contours de la personne est assez paradoxale, parce que d'un côté, elle favorise des exigences exorbitantes de liberté individuelle, puisque chacun est libre, je dirais, d'exhiber en quelque sorte tous les aspects, toutes les facettes constitutives de sa personne, tout en rendant de moins en moins possible de les satisfaire. Si vous voulez absolument, je dirais, imposer votre mode en matière de régime alimentaire, tôt ou tard, vous allez entrer en conflit avec ceux qui n'ont pas le même régime alimentaire que vous. Donc, j'insiste sur le fait que la manie, parce que je trouve que c'est vraiment une manie aujourd'hui, d'étendre de manière pratiquement indéfinie les traits constitutifs de la personne dans les pensées communautaristes, à la fois favorise une revendication extrême de liberté et en même temps rend de plus en plus difficile de satisfaire ces revendications. J'en viens à un troisième champ de liberté, d'exercice de la liberté d'usage du corps. Alors, ce que j'entends par là, c'est surtout les usages sexuels du corps. La sexualité est éminemment perturbante socialement et en même temps, elle est éminemment indispensable pour la reproduction. En tout cas, elle l'a été pendant très longtemps dans beaucoup de sociétés et de cultures. La sexualité réunit plaisir et utilité dans des proportions qui sont variables,
selon l'état des techniques reproductives, selon l'état de la médecine, selon les besoins démographiques des sociétés. Disons que pour nous, et je dirais que pour nous, de manière très large, et pas seulement pour nous Européens, puisque je veux dire l'état de développement de la médecine concerne en principe, je dirais, l'humanité entière, devrait concerner l'humanité entière. Pour nous, disons que pour nous, l'utilité reproductive est de moins en moins importante et que la fonction de la sexualité est de plus en plus hédonique, jusqu'au jour où, disons, la reproduction sera entièrement confiée aux artifices de la procréation. Donc, il s'agit aussi, en matière de sexualité, d'un comportement transgressif. En témoigne d'ailleurs le fait que la reproduction soit un des rares moments où tous les animaux se mettent en danger et s'exposent. Et on comprend très bien qu'il y ait une peur de la liberté sexuelle. Mais justement, elle ne doit pas être surestimée dans les nouvelles conditions de son inutilité reproductive croissante. Dès lors, les dangers de la liberté sexuelle sont ceux de l'atteinte à autrui, l'atteinte physique à autrui, et éventuellement l'atteinte à sa dignité, je pense à des phénomènes comme ceux de la prostitution, et puis ce sont ceux de la violence que la sexualité peut produire socialement à travers passion, jalousie, séparation. Ma conclusion sur ce troisième champ est que les conditions de l'utilité de la sexualité ont tellement changé que la peur de la liberté sexuelle doit être considérablement relativisée. Si j'avais plus de temps, j'aborderais peut-être aussi de ce côté-là, sous cette rubrique, d'autres usages du corps en matière, par exemple, de consommation de drogue, d'alcool ou de comportement à risque, mais je les laisserai de côté. Mon analyse irait en tout cas dans la même direction que celle que j'ai faite pour la sexualité, avec des restrictions qui tiennent quand même à l'industrialisation croissante de l'offre de drogue, offre d'alcool, offre de comportement et de sport à risque. J'en viens au quatrième champ de liberté dont je parlais, la liberté de croyance et de pensée. Mais je dirais que si on s'en tient au sens strict des mots, la croyance et la pensée sont des phénomènes éminemment personnels. C'est moi qui crois quelque chose, et de même que c'est moi qui pense quelque chose. Je veux dire. D'où en fait d'ailleurs mon anecdote albanaise, c'est-à-dire que le fait que littéralement, si c'est le parti qui pense, ils ne peuvent pas comprendre une phrase comme « vous, qu'en pensez-vous » et « vous, que croyez-vous ». Donc croyances et pensées sont authentiquement des phénomènes personnels. On ne peut pas croire et on ne peut pas penser à ma place. Je dirais que c'est un point de logique et même un point de grammaire. Si on rappelle ce point, eh bien, on dira déjà qu'il n'y a vraiment pas de danger, probablement même aucun danger, à être libre en ces domaines. Ça ne concerne que moi, au seul risque que je délire tranquillement. Entre parenthèses, que nous faisons tous à un moment ou à un autre dans nos vies. À tous à un moment ou à un autre, nous croyons des choses totalement délirantes et nous pensons des choses totalement délirantes. Mais, Dieu merci, la plupart du temps, nous le gardons pour nous, tout simplement parce qu'en plus, ça n'intéresse personne. Je dirais que sous cette rubrique, il y a cependant trois craintes à avoir. Première crainte, c'est celle précisément du délire. Comme on le voit, à la nécessité d'interner les personnes dont les croyances, par exemple les croyances paranoïaques, peuvent mettre en danger autrui ou elles-mêmes. La deuxième crainte à avoir, c'est celle concernant la menace pour le groupe ou pour autrui en fonction des conséquences pratiques de la croyance et de la pensée. C'est un peu le même cas que pour la croyance délirante, disons, du fou, mais disons d'une manière plus socialement acceptable. La menace pour le groupe ou autrui en fonction des conséquences pratiques des croyances et des pensées que nous avons. Bon. Dans le temps, je veux dire, il y a dans le temps, une bonne illustration dans la société française était donnée régulièrement par les démêlés judiciaires des témoins de Jéhovah qui refusaient, par exemple, les transfusions sanguines qui pouvaient être faites à leurs enfants.
on aurait des cas comparables aujourd'hui lors des cas de refus, par exemple, de consultation des femmes par des médecins hommes au nom de croyances religieuses, par exemple. Je dirais qu'ici, le danger doit être apprécié de manière minutieuse, je dirais, à la manière, par exemple, dont les critiques de la superstition au XVIIIe siècle, chez des auteurs, par exemple, comme Voltaire, essayaient de démêler leurs effets néfastes ou leurs effets simplement ridicules. Jusqu'à il y a peu, la promesse du paradis pour les combattants et les terroristes, la promesse du paradis nous faisait plutôt sourire, puisqu'on considérait que la superstition était au pire ridicule. À partir du moment où la superstition ou cette croyance va dédouaner des actions meurtrières, bien évidemment, notre évaluation du danger va changer. Et puis, troisième crainte à avoir, c'est celle du besoin de se rassurer de la part du croyant en rejoignant une communauté de croyants ou en cherchant à en constituer une. C'est la question du prosélytisme. Les simplismes et les délires sont toujours mieux supportés en groupe. Donc, comme on le voit, là, ce n'est pas la liberté de croyance et de pensée qui doit être redoutée, mais ses conséquences néfastes ont toujours, ou presque toujours, à voir avec, je dirais, le conformisme et le prosélytisme, qui eux-mêmes ne peuvent être combattus que par la liberté de croire et de penser. Bon, donc il y a là un cercle qui n'est pas en faveur du refus de la liberté. Et puis j'en viens enfin à un dernier champ de liberté, celui que j'appelle la liberté quant à la vie. Vous me direz de quoi s'agit-il avec cette expression un peu vague. Bon, je comprendrai tout de suite par quoi j'entends par là la liberté de disposer de soi et de sa vie, notamment par le suicide ou la demande d'euthanasie. À beaucoup d'égards, cette sorte de liberté peut apparaître extrêmement dangereuse, puisqu'elle est celle pour l'individu de se supprimer. Mais en même temps, je pense qu'il est caractéristique de l'homme de pouvoir se mettre radicalement en question jusqu'à se supprimer comme être vivant. Et donc cette liberté est éminemment respectable, et ce serait peut-être même la plus fondamentale, la plus radicale, celle de quitter la vie. Donc je ne vois pas à ce moment-là en quoi elle pourrait être jugée redoutable, même si ce n'est pas forcément la liberté la plus agréable à utiliser, ni celle à recommander. La seule nuance à apporter concernerait une question, deux points, et c'est là qu'on retrouverait la distinction d'Isaiah Berlin, c'est à quel moment et dans quelles conditions le souhait d'exercer cette liberté peut-il être reconnu comme authentique ? En quoi on retrouve donc la question métaphysique de la réalité ou non de la liberté et la distinction, comme je l'ai dit, d'Isaiah Berlin, c'est-à-dire que du point de vue du concept négatif de la liberté, il n'y a pas de restriction à apporter à ce choix, mais du point de vue du concept positif de la liberté, il faut identifier de qui est ce choix. Est-ce que c'est le choix de la tristesse? Est-ce que c'est le choix de l'intellect? Est-ce que c'est le choix de la névrose? Il faudrait pouvoir l'identifier. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, on n'y arrivera pas, puisque notre antinomie kantienne n'est pas tranchable. Alors si je voulais aller au bout, mais je m'en tiendrai quasiment à ce que je viens de dire, si je voulais aller maintenant au bout de ces analyses, il serait amusant de les faire, et intéressant de la faire rebondir pour chaque champ en revoyant la casuistique que j'ai suggérée, assez schématiquement hélas, en revoyant cette casuistique du point de vue de la distinction de Berlin, comme je viens de le faire pour la liberté quant à la vie. Quelles sont les conditions, je dirais, de la restriction négative de la liberté, ou qu'est-ce qui, en moi, agit cette liberté? Si vous prenez par exemple le cas du corps, il est bien évident que, comme je l'ai suggéré, les restrictions au mouvement élémentaire du corps sont proprement inhumaines et donc inacceptables, sauf danger particulier. En revanche, qu'est-ce qui est la détermination à sa liberté dans ce domaine-là? Je dirais c'est tout simplement le corps. C'est tout simplement la nature physiologique du corps. Ensuite, il faudrait voir ce qu'il en est pour la liberté de penser, ce qu'il en est pour la liberté de croyance, etc., etc. Alors, que conclure? J'en viens à mon conclusion. Que conclure maintenant à l'issue de ce double parcours?
Ben, je dirais quelques principes, peut-être qu'on peut suggérer quelques principes concernant le bon usage des libertés. Et là encore, je ferai des distinctions selon les attitudes qu'on adopte. Soit on est craintif, inassuré, perdu, désemparé, et effectivement, ce qu'on choisira sur toute la ligne, c'est la conformité pieuse, c'est la répétition, les usages partagés et l'immobilité dans la répétition. C'est la position du conformisme, et c'est une position qui est une position, je dirais non pas respectable, mais qui est tout à fait compréhensible, de la crainte de la liberté et la confiance dans la répétition. Soit on est audacieux et on choisit d'aller le plus loin possible dans l'usage des libertés, quitte d'ailleurs à exagérer, c'est-à-dire on expérimente, on tente, on va jusqu'aux excès, on se singularise, on se met en danger. Ce sont encore une fois des figures humaines qui sont connues. Bien sûr, c'est le fou, mais c'est aussi l'artiste, c'est le dissident, c'est l'original, c'est l'innovateur, celui qui, et encore une fois, on n'est pas forcé d'être innovant, expérimentateur ou dissident sur tous les champs de la liberté possible. Hein. Mais certains peuvent l'être sur tous les champs de la liberté possible, comme ont pu l'être, par exemple, certains dadaïstes ou certains surréalistes. Soit, troisième éventualité, on cherche à équilibrer en fonction, je dirais, des casuistiques que j'ai indiquées, avec parfois des arbitrages à faire. Accepter par exemple l'audace de penser sur le fond de conformisme de vie, audace de penser conformisme de vie. On peut dire par exemple une personnalité philosophique comme Kant ou une personnalité philosophique comme Spinoza ont été des bons exemples de conformisme de vie et d'audace extrême de pensée. Encore une fois, par exemple, vous savez, Spinoza a été quasiment tué par un intégriste qui dénonçait ses impiétés. Soit on peut au contraire avoir un conformisme de pensée et des audaces de vie, ça arrive aussi, les originaux, les fantaisies, etc., sous la forme d'un conformisme de pensée et d'un certain conservatisme, ce n'est pas exclu. Et je dirais que voilà trois possibilités de choix sur la liberté, les craintes qu'elle peut inspirer et, je dirais, les équilibres qu'on peut trouver entre ces craintes, les risques et les audaces. Mais je conclurai que toutes ces réflexions doivent être faites sous une réflexion finale déstabilisante, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je suis craintif, ou que je suis audacieux, ou que je suis équilibré. Et est-ce que je suis libre d'être craintif, audacieux ou équilibré? Alors, je dirais qu'il y a au moins une consolation à tout ça, parce que comme vous voyez, donc, je remets en crise tout ce que j'ai dit de cette manière-là, mais je dirais qu'il y a au moins une consolation à tout ça, c'est que moi, pour l'avoir écrit, et vous, pour l'avoir écouté, nous n'avons pas eu peur de la liberté d'analyser toutes ces choses. Merci. Merci Yves de cette belle conférence. Je suppose nous avons un peu de temps pour discuter. Tes thèses appellent la discussion, je pense. Donc je passe tout de suite la parole à qui veut la prendre dans la salle. Je vais peut-être regrouper 2 ou 3 questions, si vous voulez bien, et Yves Michaud y répondra en bloc. Qui veut se lancer? Qui n'a pas peur de la liberté? Oui? Monsieur? On va vous donner un micro. Oui, merci pour cette brillante conférence. Je reste un peu sur ma faim, dans le sens où, quand vous parlez l'exposé sur la liberté que vous venez de faire, vous vous êtes adressé à des individus, bien sûr, et donc des individus rationnels, lucides, et qui peuvent, comment dirais-je, faire des choix pour être
craintif ou, enfin, ne pas être craintif justement. Ma question, c'est à propos de l'articulation entre la liberté individuelle avec le politique et le pouvoir. Et c'est par rapport à ça que j'aimerais un peu plus d'éclaircissement, parce que on voudrait bien être libre, mais il y a quand même tout un conditionnement, davantage aujourd'hui qu'hier, avec tout ce renouveau de la religiosité à travers le monde. Donc j'aimerais bien que vous précisiez un petit peu plus cette articulation, s'il vous plaît. Merci. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur. Une question qui fait le lien avec la première question du monsieur, peut-être un peu plus spécifique. Vous avez commencé par parler de la Tunisie. On a l'Institut du monde arabe, et je pense que la question de la liberté, de l'usage de la liberté en Tunisie, ça pourrait être le sens de ma question. Et juste peut-être pour vous lancer et tenter une blague, je suis désolé, je vais faire une toute petite blague, elle est très très courte. Elle parle de la liberté. Il y a cette vieille blague d'école qui dit en Angleterre, tout est autorisé, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est autorisé. C'est un petit peu les deux versions. Et après, le troisième pays, on peut changer. Alors là, on va dire la France. Et en France, tout est autorisé, même ce qui est interdit. Merci. Oui, monsieur. Il s'est trompé. Je vous pose la question de la liberté et de la responsabilité, et je m'appuie sur des pratiques de terrain. C'est comment on peut être responsable et comment une organisation ne vous permet pas, vous rend irresponsable et infantilisant ou infantilisante. Merci. Yves, est-ce que tu veux prendre d'autres questions d'abord ou... Non, tu réponds peut-être à... Je vais répondre rapidement. Oui. Bon, alors, pour la première question, vous avez effectivement raison. Mes propos concernent des individus relativement rationnels et lucides. Simplement, je préciserai que je crois profondément que les êtres humains sont rationnels et lucides. Y compris quand ils choisissent mal, je veux dire. Ils connaissent leurs intérêts, ils connaissent leurs fins, etc. Ils les négocient, ils pensent. Donc, ne pas tenir compte de cette capacité d'analyse qu'ont les individus dans leur comportement. Deuxième chose, je dirais que je suis toujours un peu gêné, notamment par exemple par les affirmations comme celles que vous avez pour la première question, les affirmations que vous avez faites à la fin en disant il y a plus de conditionnement aujourd'hui, etc., etc. Non, historiquement, c'est pas vrai. Et je suis navré de vous dire, mais toute la littérature de toutes sortes sur les sociétés humaines montre que nous sommes dans des sociétés où il y a beaucoup de conformisme, il y a beaucoup de messages contradictoires, il y a beaucoup de propagande, etc., mais que ça n'a rien à voir avec, je dirais, les modes même pas de conditionnement, mais les modes d'obéissance, de soumission à la coutume et à la tradition qu'il peut y avoir dans les sociétés en général. Donc du coup, si vous voulez, je pense que par exemple aujourd'hui, la religiosité, certains choix de la religion, ce sont des choix effectivement assez raisonnables de sécurisation dans un monde où on se sent désorienté, où on ne sait pas comment trouver son identité. Par exemple, je suis de ceux qui pensent que dans les engagements islamistes, il y a tout un élément identitaire qui est fort, de recherche d'identité. Je n'en fais pas du tout des justifications, que ça soit bien clair, mais je pense qu'on peut donner des explications rationnelles ça n'exclut pas qu'on les condamne et qu'on les réprime, pas du tout, mais les comprendre, c'est déjà une chose tout à fait importante. Bon, donc, sur le conditionnement politique, je suis
disons, le conditionnement politique aujourd'hui, c'est nous qui l'acceptons, hein, et d'une certaine manière qui le recherchons, où ça nous arrange, où on laisse courir aussi, parce qu'il n'a pas quand même des aspects d'une gravité exceptionnelle, comme ça pouvait être le cas quand vous étiez sous des régimes éminemment tyranniques et despotiques. Je dis ça parce que, si vous voulez, c'est un point de fond qu'on doit avoir dans nos discussions. L'autre jour, je voyais des gens qui disaient à propos des situations du nouveau contrat, ces lois, en disant c'est germinal. Ils n'ont pas lu Germinal et ils n'ont pas étudié la situation, la condition ouvrière au 19e siècle. Je veux dire, il faut un minimum, et comme je pense que les citoyens sont rationnels et relativement lucides, il faut aussi un minimum de connaissances pour évaluer les situations. Et c'est à la portée de tout le monde, hein, je veux dire, apprendre un petit peu d'histoire, un petit peu de diversité des cultures, etc. Bon, pour ce qui est de la Tunisie, je ne sais pas bien ce que je pourrais vous répondre. Je suis extrêmement admiratif de la manière dont un certain nombre de démocrates essayent de trouver une balance équilibrée entre, je dirais, les convictions religieuses et les pratiques démocratiques, ce qui ne va pas du tout de soi. Ce que vos histoires, vos anecdotes, enfin vos formules évoque en moi, c'est effectivement les styles de conditionnement et les styles d'autorité. Ça fait partie des groupes sociaux. Effectivement, par exemple, vous avez en France une culture administrative qui est une culture de la contrainte administrative, de la rigidité, que vous ne trouvez pas effectivement en Angleterre, où vous avez plutôt une culture de la coutume et de l'usage, et en dehors de l'usage, une culture aussi de l'originalité et de la dissidence. C'est toutes les idées de Stuart Mill au XIXe siècle dans son essai sur la liberté, justement. Donc, il y a des styles de conditionnement, mais ça encore, ça relève de la casuistique. Je veux dire, il faut les étudier. J'aimerais bien un jour, effectivement, comprendre qu'est-ce qui fait qu'en France, tout finit en circulaire. Hein, voilà, parce que on peut dire c'est l'État, mais nous aussi, on a une demande de circulaire. Hein. Je me souviens quand j'étais universitaire, ça me faisait rire et puis après pleurer plutôt en général. C'était quand on avait un cas. Justement, c'est tout bien ce que vous dites. En Angleterre, tout est autorisé sauf ce qui est interdit. Quand on avait un cas qui échappait aux règles qu'on avait, j'avais toujours un collègue qui disait est-ce qu'il y a un texte, hein, est-ce qu'il y a un texte? Moi, je lui disais c'est génial, il n'y a pas de texte, on fait ce qu'on veut. Hein, mais vous voyez, c'est les styles d'autorité et les styles de limitation de la liberté qui sont à étudier. Alors, j'ai pas bien compris la question sur les pratiques de terrain. Alors, si vous voulez, non, je pense que j'ai quand même un peu compris. C'est si vous voulez dire que au sein des organisations, nous avons une organisation aussi à la fois de la liberté de l'action, mais aussi de l'irresponsabilité, c'est parfaitement vrai. Et plus les organisations sont complexes aujourd'hui, plus on y trouve prétexte justement à la soumission. Mais c'est bien ce que je disais, c'est dans la première partie de mon analyse sur les conditions, je dirais, de fatalisme. Hein. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une bonne illustration qui, moi, une expression qui m'horripile tout le temps, c'est la faute au système. Hein. C'est toujours la faute au système. On ne sait pas qui c'est, le système, il est partout et on n'y peut rien contre le système. Je crois que quand on dit c'est la faute au système, on dit je suis soumis, hein, et je refuse d'exercer ma liberté, parce que c'est pas vrai. Le système, on peut d'une certaine manière lui échapper, et puis on peut le faire évoluer, et on peut aussi le déglinguer. Hein, c'est pas impossible, sinon on ferait jamais rien. J'aimerais, si vous m'y autorisez, me passer un instant la parole et te poser une question en rebondissant sur ce que tu viens de dire. C'est la faute du système, donc je refuse ma liberté. Mais au fond, si je résume très grossièrement ta thèse, tu as montré qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de la liberté, en général,
me semble-t-il, et donc que la liberté n'est pas redoutable, généralement. Bon. Mais tout de même, si on prend l'exemple de l'Occident, environ jusqu'au XVIIIe siècle, peut-être le XVIIe, enfin, grosso modo, environ jusqu'au XVIIIe siècle, c'était pas tant la liberté qui était d'abord désirable qu'un ensemble de valeurs, de vertus, que tu as évoquées d'ailleurs pour commencer, notamment, par exemple, la soumission à l'ordre. Bon. Les Occidentaux qui ont vécu jusqu'au XVIIIe siècle dans cette idée n'étaient pas tous des conformistes. Ils ne se soumettaient pas à l'ordre par conformisme, mais au fond parce que c'était là la valeur suprêmement désirable. Longtemps, donc, la liberté n'a pas été ce qu'il y avait de suprêmement désirable. Comment tu rends compte de ce qui a été très longtemps une peur de la liberté? Et si on sort de l'Occident, je pense par exemple à la civilisation indienne, où la question n'est en aucune manière d'exercer notre liberté. La liberté n'est pas un concept qui a cours, ou qui a fortement cours dans la civilisation indienne. Alors, oui, je dirais que c'est pour ça que j'ai fait remonter le culte de la liberté à la seconde moitié du XVIIIe siècle, parce que avant, je dirais qu'il n'y a même pas peur de la liberté. La question ne se pose pas. Enfin, ça dépend où. J'aime beaucoup le livre de Lucien Febvre sur Rabelais et le problème de l'incroyance au XVIe siècle, parce qu'il montre que la question de l'incroyance de Rabelais ne se pose pas, dans la mesure où il était strictement impossible de penser en dehors d'un cadre religieux. Alors, je dis ça non pas pour ne pas répondre à ta question, mais pour déplacer ma réponse du côté de quel est l'horizon à l'intérieur duquel on peut culturellement poser certaines questions. Alors, je pense que pour nous Européens, deux éléments marquants sont intervenus. C'est d'une part la critique religieuse, la critique du dogme, et finalement l'acheminement vers le déisme et les religions naturelles, à travers la critique de l'écriture, et je dirais la montée de la rationalité cognitive et de la rationalité scientifique. C'est ça qui détermine un horizon de liberté, effectivement, en détruisant les certitudes non questionnables. De ce côté-là, toutes les analyses, je dirais, qui commencent, avec Hobbes, mais avec Spinoza aussi, et surtout avec Spinoza, les analyses de l'autorité de l'écriture sont, à mon avis, décisives. C'est-à-dire dans quelle mesure peut-on continuer à croire aveuglément dans le récit sacré? Et il apparaît que c'est pas possible, et que dans ces conditions, je veux dire, seule la liberté de pensée, la liberté de croyance sont possibles. Donc je dirais qu'il y a effectivement des pensées, des moments culturels où je réfléchissais en préparant la conférence où je dirais la question de la liberté ne se pose pas. Elle ne se pose pas dans la pensée grecque, la question de la liberté. On est ou libre ou esclave. Quand on est libre, on peut réfléchir, on peut penser, on peut agir, etc. Quand on est esclave, un point c'est tout, il n'y a pas du tout à discuter. Mais la question de se libérer ne se pose pas. Je veux dire. Mais c'est là où il faut des études assez précises, très précises même, des horizons de pensée sur le fond desquels les gens peuvent ou non dégager une question comme celle de la liberté. Je pense que pour ce qui concerne l'islam, j'en parle avec une incompétence quand même, mais pour ce qui est de l'islam, tant que le questionnement du texte religieux n'est pas admis et n'est pas lancé. Il y a eu des périodes où il a été lancé, mais en général, les gens ont été réprimés très vite et même en général exécutés. Tant que cette question-là n'est pas posée, la question de l'interprétation de l'écriture, la question de la liberté
par rapport au comportement n'est pas posable. C'est pour ça que je pense que la question, par exemple, d'une démocratie musulmane est une question extrêmement problématique. Voilà. Ce qui est la vérité, c'est plutôt la vérité de cette pensée-là, c'est la théocratie que nous avons connue. Je veux dire, un peu, pas complètement. Oui, oui, je vous en prie. Allez-y. Alors, en posant ma question, je pensais entre autres à Huxley, dans Le meilleur des mondes, et en la rapprochant de ce qui se passe aujourd'hui avec le poids des médias et avec le poids des agences d'information, comme la NSA, etc., qui font qu'il y a quand même un conditionnement. Bien sûr, je parle au niveau de contexte international, pas seulement européen, parce que oui, effectivement, en Europe, depuis la fin du 19e siècle, la liberté a pu se développer grâce aux auteurs des Lumières et autres. Mais au niveau des pays dominés, comme ceux du tiers-monde et du monde arabe en particulier, est-ce que vous ne trouvez pas justement que la liberté est un vain mot dans ces pays à cause des dictatures qui ont prévalu jusqu'ici et qui continuent? Alors, je vous répondrai de deux manières, doublement. Vous avez raison, et c'est d'ailleurs, mais je ne veux pas me lancer là-dedans, mais c'est un des points qu'aborde Isaiah Berlin dans ses deux concepts, dans son analyse des deux concepts de la liberté, c'est qu'effectivement, il est bien connu que dans certaines conditions, dans certaines conditions de détermination du mode de vie, du mode de connaissance et du mode de subsistance, parler de liberté n'a pas de sens. Bon, donc ça, je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi je posais la question pas dans l'absolu justement, puisque je vous dis que métaphysiquement, je ne peux pas trancher la question, mais que par rapport au contexte d'où je parle et dont je parle, je mène ces analyses-là. Pour ce qui est, je dirais, non pas du sous-développement, mais de l'hyper-développement qui nous attend, je serais extraordinairement pessimiste. Il est vraisemblable que le type de question que je viens de vous poser, que j'ai traité ce soir, dans 20 ans, ne sera plus possible, ne sera même pas envisageable. C'est-à-dire que je pense qu'on s'achemine vers... La question sera tranchée, je dirais, factuellement, par la multiplication des modes de détermination. Et notamment, je pense que tout ce qui est de l'ordre des hyperdonnées, ce qu'on appelle les big data, bon, moi je serai mort, donc ça me pose pas trop de problèmes, mais il y a des personnes auxquelles ça en posera. Pour les plus jeunes, je pense qu'on va aller vers un monde qui sera plutôt huxleyien qu'autre chose. À partir du moment où vous aurez toutes vos données génétiques dans une carte d'identité génétique, où vous aurez la totalité de vos transactions ordinaires, je ne parle pas des transactions commerciales, mais vos transactions journalières qui ont été stockées, qui seront analysables et vous serez entièrement traçable. Je veux dire. Donc, du coup, on vous proposera, forcément c'est déjà le cas aujourd'hui de l'information, on vous proposera ce qui est censé vous intéresser. Donc la question de votre choix libre ne se posera pas. Aujourd'hui, si vous regardez quelque chose comme les actualités, l'information sur Google, elle est structurée par les demandes que font les gens, qui sont analysées par les algorithmes de recherche. À ce moment-là, on vous propose l'information telle qu'elle vous intéresse. On aura des pas de plus. Je pense que je pense qu'on finira dans un cauchemar climatisé ou dans une régression paléo-religieuse. Je pense que l'avenir, ce sera ça. D'ici 30 ans, ça sera ça. C'est la régression paléo-religieuse ou le cauchemar Google. Parce que si vous savez tout ce qui va vous arriver, tout ce que vous risquez d'avoir, etc., vous n'êtes plus libre du tout. Même pas de prendre des risques, vous voyez. Donc, mais donc, ce genre de conférence, il faut en profiter parce que ça ne sera pas toujours le cas. Madame, peut-être... Oui, excusez-moi.
une hypothèse plus heureuse sur l'avenir. On vous écoute. En fait, la liberté, c'est aussi la liberté acquise de l'intérieur, ce changement identitaire. On peut exercer la liberté. Il faut avoir... Et même si la technologie est ce qu'elle est, si on veut pouvoir... Enfin, l'humanité, c'est bien... Enfin, nous sommes des êtres sociaux, de relations. Donc, avant que ce soit la technologie qui nous prive de notre liberté, c'est peut-être à nous, dans notre relation avec les autres, de la trouver et de grandir. Excusez-moi, oui, parce que j'étais en train de dire que j'étais choquée enfin, j'ai commencé en disant que j'étais choquée de ce que vous venez, parce que vous venez de dire. L'éducation, la transmission, enfin, dans 20 ans, j'espère que je ne serai pas morte. J'essaye de transmettre à ma fille des valeurs. Je fais du mieux que je peux, ou du moins pire. Je suis choquée parce que tout à coup, c'est comme si qu'on allait être totalement dominé par ces nouvelles technologies et point. Et plus rien. Et où est l'humain? Et où est la liberté, donc? Attendez, moi je n'ai pas dit que j'étais pour ou contre. J'essaye de vous dire ce que, compte tenu des connaissances que j'ai et de l'observation que je fais des évolutions de la société, ce que je pense qui est prévisible. Je pense qu'effectivement, d'ici deux décennies, d'ici 1 ou 2 décennies, les conditions de problématique de la liberté ne se poseront, ou ne pourront plus se poser, ou se poseront en des termes tout à fait différents. Je ne veux pas être encore plus triste et plus sombre que je le disais, mais le dernier point que j'avais indiqué, le dernier champ, c'était la liberté quant à la vie. Il vous restera peut-être la possibilité de vous suicider ou de vous murer dans un silence absolu, je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est terrible ce que vous dites. Excusez-moi, je trouve terrible ce que je vous dis. Je trouve que c'est terrible ce que vous dites. Oui, mais totalement pessimiste. Mais je veux dire, moi, un philosophe n'est pas du tout censé. Alors, si, il y en a qui savent très bien faire ça, mais alors là, avec moi, vous êtes mal tombé. Un philosophe n'est pas du tout censé vous dire que le monde va être beau et que les choses vont s'arranger. Moi, ce que m'intéresse dans la recherche, dans la réflexion, c'est d'être le plus lucide possible, encore une fois. Oui, mais l'optimisme participe à la lucidité aussi. Enfin, on peut être lucide et optimiste. Non, mais je veux dire, une fois qu'on est lucide, déjà, on peut avoir un certain nombre d'attitudes. On peut, en connaissance de cause, par exemple, entrer dans la dissidence ou décider de ne pas jouer le jeu ou se retirer, c'est possible, si vous voulez. Donc, dans 20 ans, nous ne serons pas dominés par... Enfin, non, mais je pense qu'il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des possibilités d'inventer des... créons, réfléchissons, réinventons, des situations et des attitudes nouvelles. Mais en même temps, le poids des technologies, et je ne parle pas seulement je parle pas, comme on dit toujours, les technologies de l'information, je parle beaucoup plus des technologies médicales. C'est beaucoup plus des technologies médicales, parce que les technologies médicales ont un complice en nous fondamental, c'est notre accrochage forcené à la vie. De toute façon, il est vrai que les données seront de plus en plus précises, les données bancaires, les données médicales, tout se croise, bien sûr, mais nous restons humains et je considère libres. Non, mais bien sûr, mais libre de choisir, libre d'être dissident, libre de se révolter, libre. Mais parfois, être libre de choisir deviendra libre de prendre des décisions qui seront des décisions graves de retrait, de dissidence, de sécession, etc. C'est ça que je veux dire. Si vous prenez, et prendre un exemple très concret, votre téléphone portable, je suppose que vous en avez un, comme tout le monde, votre téléphone portable vous trace absolument dans tous vos déplacements et donc du coup tout ce que vous faites. Bon, ce que vous pouvez faire, c'est de n'avoir pas de téléphone portable. Ça, c'est une solution qui est une bonne solution, mais vous allez vous priver d'un certain nombre d'avantages et d'un certain nombre de protections. Mais
si vous faites comme certaines personnes, il y a quelques années, qui savaient que si on débranche son téléphone, si on le coupe et si on enlève la batterie, on n'est plus traçable. À ce moment-là, vous dites, c'est bien, je vais retrouver ma liberté. Sauf que c'est pas vrai, parce que, justement, aujourd'hui, les algorithmes qui contrôlent, justement, la traçabilité des téléphones intègrent le fait que quelqu'un qui enlève sa batterie a un comportement anormal. Oui. Et donc, du coup, il devient suspect. Et donc, on s'intéresse particulièrement à lui, et donc, voilà. Donc, on va vers des régimes totalitaires. Ça ne sera pas les mêmes régimes totalitaires que ceux du passé, c'est bien évident, mais ça peut être un totalitarisme aussi où en grande partie nous y mettons d'une autre. D'accord, enfin à l'heure d'aujourd'hui, donc nous ne sommes pas encore dans 20 ans, dans les 20 ans prochains, commençons par maintenant. Commençons par aujourd'hui. Non, parce que je trouve que avoir une petite note d'espoir, c'est pas mal. Commençons par aujourd'hui, tout de suite, maintenant, par nous positionner, par nous révolter, par la liberté de l'expression, par la transmission. Je pense que le rôle de l'éducation, on n'en a pas parlé, mais dans la liberté, c'est très important, de la transmission. Attendez, je veux dire, tout ce que j'ai dit sur les champs d'exercice de la liberté, vous pouvez vous en servir pour un manuel d'éducation. Oui, oui, bien sûr. Bon, je passe la main. Oui, j'ai une question là. On va peut-être prendre encore deux questions et puis on libérera Yves Michaud. Merci pour votre intervention. Simplement, ça n'est pas une question. C'est plutôt un renvoi à un film qui date de plusieurs années. C'est Fahrenheit 451, qui pour moi était déjà est très intéressant, qui anticipe un peu tout ce qu'on est en train de dire. Voilà, Fahrenheit 451. Merci. Une dernière question au fond, monsieur. Où ça ? Oui, bonsoir. J'ai une question. Tout d'abord, Kant disait que le libre arbitre, c'était le degré zéro de la liberté. Et que la liberté, c'était un pouvoir et qu'elle devait être restreinte par des règles. Et que la liberté répondait aussi aux fins essentielles de l'humanité. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont peur plutôt du libre arbitre, qui ne répond pas forcément aux fins essentielles de l'humanité. Les gens veulent la liberté, mais ils ont, moi je pense, plus peur du libre arbitre. Et les grands philosophes, moi je ne pense pas qu'ils faisaient l'amalgame entre le libre arbitre et la liberté. Mais moi je vous pose la question, pensez-vous, ne pensez-vous pas que vous le faites, l'amalgame ? Je suis pas d'accord avec vous là-dessus. C'est que pour Kant, la liberté, c'est le libre arbitre. Et c'est bien pour ça que j'ai fait cette petite indication en passant, que ça le mène à la doctrine du mal radical. C'est-à-dire que la détermination de la liberté, c'est toujours la détermination soit au bien, soit au mal. C'est tout. Donc ça veut dire que c'est vraiment une liberté absolue de décider arbitrairement. Et il a beaucoup de mal, justement, à expliquer pourquoi, en fait, on choisit le bien plutôt que le mal. Mais d'ailleurs, en fait, tous les philosophes ont eu des problèmes avec ça. Hein, je veux dire. Parce que si vous posez... Non, c'est d'ailleurs, en fait, ce qu'on trouve dans l'acte gratuit. Comme par hasard, les actes gratuits qu'on trouve dans la littérature, ça consiste toujours à tuer quelqu'un. Ça consiste jamais à donner quelque chose à un nécessiteux, ça consiste jamais à faire le bien, l'acte gratuit, ça consiste à faire le mal. Oui, c'est ça la quintessence du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est justement l'arbitraire de la décision libre. Sinon, je ne vois pas ce que vous appelez liberté au sens métaphysique. Liberté, c'est vraiment la possibilité d'un commencement radical de l'action. Ce commencement radical de l'action, il est arbitraire. Merci à tout le monde, merci d'avoir été là. On va donc libérer Yves Michaud et bonne soirée.